Bonjour à vous voyageurs. On parle d'ovnis, d'UFO, de PAN pour désigner des apparitions, probablement volantes, dont on ne connaît pas l'origine. Mais il est impossible d'en trouver réellement sur Terre. Pourtant, depuis l'incident de Roswell, certaines personnes se posent des questions. Et s'il était possible que l'on nous cache ces épaves qui ont été retrouvées? Ou si, dans d'autres circonstances, elles étaient tout simplement très difficiles à récupérer? Eh bien écoutez, c'est sur cette enquête que nous allons partir aujourd'hui à la découverte de l'anomalie de la Baltique, une possible épave de vaisseau spatial qui pose beaucoup de questions. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne, la carte du surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, je sors au moins 2 vidéos par semaine sur des lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti. L'anomalie de la Baltique, c'est un USO, Unidentified Submarine Object, c'est-à-dire un objet sous-marin non identifié. Alors, il y a plusieurs catégories pour ce genre d'apparition. Vous pouvez regarder la vidéo ici où j'en ai déjà largement parlé, mais les USO et les PAN, P-A-N, phénomènes aéronautiques non identifiés, excluent la possibilité que ce soit des engins volants. Et pourtant, très souvent, les USO sont décrits comme étant des engins qui volent, qui rentrent dans l'eau et en ressortent. C'est un petit peu dommage d'avoir mis de côté cette notion. D'ailleurs, même l'US Naval Institute, l'Institut naval des États-Unis, dit que le plus grand danger concernant leurs expéditions sont les USO. Mais quand ils parlent d'USO, ils parlent en fait de baleines, de requins, d'orques et donc de choses très identifiées et identifiables qui sont sous l'eau. Et d'ailleurs, sur Terre, il y a des endroits parfaitement connus où il est commun, où il est habituel de voir des USO rentrer et sortir de l'eau. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Mais parlons de l'anomalie de la Baltique. Quand en 2011, l'entreprise OceanX est revenue avec des images sonars du fond de la mer assez étranges, toute la communauté de lussologie a été mise en alerte. Et il faut dire que tous les éléments d'un scénario à succès sont réunis, alors laissez-moi vous le présenter ainsi. Juin 2011. Peter Lindbergh et Dennis Haberg sont en compagnie de l'équipe suédoise d'OceanX. Ils sont au milieu de l'océan, ils sont sur les traces d'un naufrage en mer Baltique. Pourquoi? Eh bien car ils sont chercheurs de trésors. Mais les trésors qu'ils cherchent ne sont pas forcément ceux que l'on pense lorsqu'on imagine retrouver des bateaux perdus. Eux, ils cherchent des objets anciens, mais surtout des bouteilles de liqueurs anciennes et de qualité, par exemple du cognac ou encore du champagne. C'est leur spécialité. Alors, ils sont en train de sonder le fond des mers entre la Suède et la Finlande. C'est la mer Baltique et très exactement à cet endroit-là, la mer de Botnie. Bien qu'on soit au mois de juin, il ne fait pas extrêmement chaud. La température de l'eau est entre 8 et 16 degrés Celsius. Cette eau qui, du mois de janvier à mars, passe en dessous des 0 degrés. Et surtout, il fait froid car il fait nuit. L'équipe est dans l'obscurité quand soudain, ils voient une image au sonar. Cette image les interpelle. Ils passent leur sonar une fois, 2 fois. L'image est floue, mais extrêmement intrigante. Peter et Dennis se penchent sur leur écran pour essayer de mieux voir. C'est difficilement compréhensible, ils ont du mal à savoir ce qu'ils sont en train de voir. Ils voient au fond de l'eau une structure ovale, bien trop géométrique et trop précise pour sembler n'être qu'une frivolité de la nature, c'est-à-dire un élément naturel. Alors il faut savoir que Peter et Dennis sont les fondateurs d'OceanX. Ce ne sont pas des débutants. Ils n'en reviennent pas. La structure qu'ils voient fait 2 fois la taille d'un terrain de football, c'est-à-dire 60 mètres de large. Et elle se situe à 90 mètres au fond de l'eau. Ils vont essayer de comprendre l'image, encore et encore. L'expédition dure depuis 9 jours.
et est émaillé de problèmes techniques. Le bateau dans lequel ils sont, notamment, commence à avoir des infiltrations d'eau. En fait, ils étaient sur le chemin du retour et ils savaient que potentiellement à cet endroit-là, il y avait une épave de bateau. Ils en profitaient donc pour sonder le fond de cette mer. Mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils ont actuellement sous les yeux. Revenus sur Terre, ils vont prendre de longues heures à examiner les images et à essayer de comprendre ce qu'ils voient. C'est une forme ovale située sur une sorte de promontoire. Ce promontoire, c'est une sorte de colline peut-être ou un rocher. Elle est donc au bout de ce qui semble être une stèle, comme si elle était un peu en équilibre sur le bord, et surtout, derrière la structure ou devant, selon comment on l'interprète, il y a de longues lignes. De prime abord, la première explication, c'est que cet objet aurait donc glissé jusqu'au bout de la colline, de l'énorme rocher sur lequel elle est fichée. Mais surtout, ce qui est problématique, intriguant, c'est que la sorte de forme qu'ils ont trouvée ressemble à un véhicule bien connu, le Falcon Millennium de Star Wars. Ils savent que s'ils en parlent tout de suite à un large public, ils vont immédiatement être confrontés à l'incrédulité. Ils gardent donc cette découverte pour eux dans les jours qui arrivent et contactent immédiatement des géologues et des spécialistes biologistes de la faune sous-marine. Mais malgré tous leurs efforts pour ne pas ébruiter l'affaire, l'information fuite très très vite. 2 semaines plus tard, un média anglais en parle. Et puis là, les États-Unis s'en emparent. C'est un effet boule de neige auquel ils ne s'attendaient absolument pas. Tout leur échappe. Ils reçoivent des dizaines de milliers d'emails avec des gens faisant des théories, leur posant des questions, demandant plus d'images. À ce moment-là, ils n'ont que cette image floue de leur sonar, mais cependant extrêmement perturbante. Certains disent que ce sont peut-être les fondations d'un phare nautique, d'autres encore pensent que c'est un piège datant de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, aucune de ces explications ne correspond à l'image qu'ils ont sous les yeux. A priori, ils ne sont sûrs que d'une seule chose. Cet objet est extrêmement ancien. 1 an plus tard, lors d'un interview à la télévision suédoise, ils évoquent quelque chose, une structure qui aurait plusieurs milliers d'années. L'histoire, bien sûr, fascine Internet. Tous les ufologues s'en emparent. Des reconstitutions en 3D assez convaincantes, des images d'une possible exploration sous-marine viennent et ils sont obligés eux-mêmes de les débunker en disant non, ce ne sont pas les images que nous avons pu avoir. Toutes les vidéos qui sont présentées sont des interprétations fantaisistes de ce qu'il pourrait y avoir à l'endroit où ils ont pris cette image sonar. Et puis certains ont même fait des reconstitutions de cet objet arrivant du ciel et s'écrasant dans l'eau, donc dans la pure tradition des USO, telle que j'en parlais tout à l'heure. Peter et Dennis, eux, pensent plutôt que c'est une structure faite par une civilisation ancienne. Mais pour l'expliquer, il faudrait remonter à 140 000 ans, à l'époque où la mer n'était pas encore à l'endroit où elle est actuellement et où donc ces terres auraient été submergées. Et puis surtout, ils savent et ils expliquent que les conditions d'exploration pour aller revoir cet objet et en refaire des images sont extrêmement difficiles. C'est pourquoi, notamment, ils ont dû débunker des images qui représentent des plongeurs et une vue de l'objet depuis le dessous de la mer. Pourquoi ? Car d'une part, car cette mer est assez trouble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de nombreux sédiments qui sont constamment en suspension dans l'eau. On n'y voit pas à 1 mètre, voire à 50 cm de vent. Alors imaginez, pour examiner une structure de 3000 m², le temps que ça peut prendre, et puis l'eau est froide, et ces expéditions sont extrêmement coûteuses en temps et en argent. Il faut avoir les hommes, le matériel nécessaire, le temps pour le faire, et cela, à part Denis et Peter, personne ne l'a. 90 mètres sur Terre, ça nous paraît pas énorme, mais sous l'eau, c'est extrêmement dangereux, surtout dans ces conditions. Mais le printemps suivant, soit exactement 1 an après leur première découverte,
donc en 2012, ils décident d'en avoir le cœur net et d'y retourner. Là, ils vont descendre à nouveau, cette fois avec 2 robots pour prendre des vidéos et des photos. Ils vont descendre eux-mêmes jusqu'à la surface de l'objet et découvrir de trous dans l'objet en lui-même. Il y a un premier trou qui semble plongé dans les entrailles de la structure, qui fait entre 25 et 30 cm de large. Il y a un autre trou qui cette fois fait 2 mètres de diamètre. Et ce trou-là semble entouré, encadré par un cadre en métal, en pierre, qui en fait le tour. Plus il regarde, moins cela a l'air d'être le hasard de la nature qui a fait cette structure. Alors évidemment, ils vont prendre des échantillons à la surface de la structure pour les mettre à l'épreuve de l'analyse scientifique. Et cette analyse scientifique va conclure qu'effectivement, ce seraient des sédiments déposés au cours du temps, mais on remonte à nouveau à des millénaires pour que ces sédiments puissent être arrivés là. Ces sédiments auraient été déposés pendant la dernière glaciation. Pour ces chercheurs de trésors, la quête est passionnante. Mais une fois de plus, la météo s'en mêle et les conditions sont extrêmement difficiles. Alors effectivement, ils sont équipés puisque c'est leur métier de chercher des épaves et de chercher des trésors au fond de la mer. Mais cela commence à devenir très coûteux puisqu'ils engagent les fonds de leur propre entreprise pour essayer d'investiguer un endroit où a priori il n'y a pas d'artefacts anciens ni de bouteilles de liqueur anciennes, ce qui est normalement le cœur de leur activité. Et en l'absence d'objets à revendre, leur fonds de commerce, eh bien, toutes ces recherches sont à perte. Ils pensent à trouver des sponsors pour les aider. Mais cette étiquette d'OVNI submergé, qui a été popularisée partout sur Internet, leur pose un gros problème de crédibilité. En effet, quelle entreprise, quel sponsor voudrait engager ses fonds et donc sa réputation à fouiller une épave d'OVNI ? Personne n'a envie d'investiguer sur un possible engin extraterrestre. Et cela, Denis le sait bien, puisque c'est lui qui s'occupe de la levée de fonds et de toute la partie technique des expéditions. Peter, quant à lui, c'est le plongeur expérimenté. C'était un rêve d'enfant pour lui que de pouvoir aller au fond de la mer retrouver des trésors. Ces deux-là se complètent très bien, leur entreprise marche, mais là, ils sont devant un problème de financement et un problème technique puisqu'ils arrivent au bout des appareils qu'ils peuvent utiliser pour continuer à enquêter sur ça. Mais ils doivent continuer leur recherche en mer Baltique puisque, comme on l'expliquait tout à l'heure, ils sont de toute façon à la recherche d'une épave dans cette même mer qu'ils trouveront d'ailleurs un peu après. Tandis que tout cela prend de l'ampleur, les rumeurs sur la possibilité d'avoir enfin retrouvé la mythique cité de l'Atlantis, dont parlait Platon, commencent à se faire entendre de plus en plus. Il y a d'autres personnes qui parlent d'un portail vers d'autres mondes, et puis certains encore l'appellent le Stonehenge de la mer Baltique. Et puis il y a des éléments étranges dont peu de personnes parlent car la plupart s'arrêtent à la comparaison visuelle avec le Falcon Millennium de Star Wars. Il y a ce signal, par exemple, qu'ils ont capté et dont ils parlent dans certains témoignages, sur lequel d'ailleurs ils ne veulent pas trop s'avancer. Alors qu'ils s'approchaient de l'épave, ils auraient capté un signal sonore. Est-ce que cela viendrait d'un animal marin à proximité ou de l'épave en elle-même? Cela, ils ne sont pas capables de le dire. Et puis surtout, un de leurs plongeurs, un de leurs techniciens, va raconter que lorsqu'ils s'approchaient de l'épave, une partie de leur matériel technologique s'arrêtait de fonctionner. Quels appareils? En l'occurrence, leurs appareils de téléphonie et de radio, tout ce qui est communication à distance. Et dès qu'ils s'éloignaient à nouveau de la structure, ils se remettaient à marcher. Phénomène surnaturel, étrange coïncidence, il y a beaucoup de choses à enquêter sur cette anomalie de la mer Baltique. 3 ans plus tard, un documentaire était réalisé à ce sujet avec la complicité des membres d'Ocean X.
Il y a des témoignages de scientifiques, de personnes ayant été sur le terrain. Et puisqu'il était difficile de tirer des conclusions en partant des images sonars et qu'il était impossible de voir l'image en entier, mais seulement des parties peu larges en proximité, on analysa à nouveau d'autres prélèvements faits à la surface de l'objet. Alors, ces prélèvements seraient faits de calcite, de basalte et de granit. Il est vrai que ces endroits ne sont pas communs à la surface du globe, mais cependant tout le monde s'accorde à dire que les glaciers transportent des minéraux et les déplacent. Il est absolument possible que ces minéraux aient été transportés à cet endroit. Et bien évidemment, ce sont aussi les glaciers qui auraient transporté cette énorme structure, une explication aux traces de glissement qu'on voit sur le promontoire, derrière ou devant cette énorme masse qui est à l'extrémité d'un rocher. Quant à sa forme, pure pareidolie. Et bien évidemment, à ce moment-là, la machine à incrédulité s'est mise en route. Tous les scientifiques balayèrent n'importe quelle explication alternative et on se contenta de dire que c'était une formation rocheuse absolument naturelle. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est l'adage de scientifiques qui en général se penchent sur ce genre de dossier, eux qui sont des tenants de la rationalité et qui pourtant, on l'a vu dans la vidéo précédente, ne s'encombrent pas de quelques centaines de milliards d'années pour dater notre Terre. Là, ils ont décidé que le dossier était classé et pourtant il intéressait énormément de monde. L'histoire de l'anomalie de la Baltique est loin de s'arrêter là. Hey, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vous interromps une petite minute pour vous donner des informations complémentaires. Tout d'abord, sachez que j'ai une communauté Patreon afin de pouvoir discuter avec vous et vous donner des informations un petit peu complémentaires, les prochains sujets qui vont arriver sur la chaîne, des moments d'échange et de partage, des petits morceaux vidéo qui viennent compléter ces vidéos-là, les backstage, et puis je pense que je vais mettre de la musique. Si vous avez entendu, à la fin de mes vidéos, il y a un générique. Nous allons créer plusieurs musiques pour la carte du surnaturel, c'est là-bas, sur l'espace Patreon, entièrement gratuit, que vous pourrez avoir des informations là-dessus. Aussi, si vous voulez soutenir ma chaîne, évidemment, vous pouvez comme d'habitude vous abonner et commenter, mais là où j'ai besoin de vous, c'est que vous puissiez la partager à d'autres personnes que cela peut intéresser. Je ne peux pas compter que sur l'algorithme YouTube pour trouver mon public, donc n'hésitez pas, partagez cette vidéo à des gens qui sont intéressés, comme moi, comme nous, sur ces sujets un peu insolites. Mystère de notre planète, lieux étranges, théories alternatives, n'hésitez pas. Je vous laisse revenir à la vidéo. Est-il possible d'imaginer que cette histoire d'anomalie de la Baltique soit un coup de pub géant pour l'entreprise OceanX? Alors je ne dis pas que les preuves ont été falsifiées ou qu'ils aient menti d'une quelconque façon, mais il faut quand même bien avouer qu'entre 2011 et aujourd'hui, leurs activités ont explosé. Je le rappelle, leurs activités sont à la fois confidentielles, puisqu'ils ne doivent pas dévoiler l'endroit où ils enquêtent, ni même, dans certains cas, les objets qu'ils ont retrouvés avant de décider de les faire expertiser et donc les mettre sur le marché, mais surtout, elles sont extrêmement coûteuses. En 2011-2012, quand j'avais eu vent de cette affaire, j'avais été sur leur site web, qui était très simple, très simpliste, qui avait peu d'informations finalement sur leur entreprise, à part d'énormes quantités d'informations sur cette anomalie de la Baltique. J'y suis retournée à l'occasion de cette vidéo, cela a bien changé. Leurs expéditions sont nombreuses, les photos sont de qualité, on voit leur bateau qui est de manière évidente pas celui qu'ils avaient à l'époque, qui est beaucoup plus moderne et en meilleur état, tant mieux pour eux d'ailleurs. On peut voir aussi leur fameux logo Ocean X avec un X qui n'est pas sans rappeler celui de la série X-Files, montrant aussi l'intérêt qu'ils ont pour ce genre de sujet. On peut imaginer que dans tous les cas, cette histoire d'anomalie de la Baltique leur a profité, si ce n'est de mettre un coup de projecteur sur leurs recherches, qui sont absolument incroyables, mais aussi en apportant des fonds afin qu'ils aient du matériel de meilleure qualité, certainement du matériel vidéo, photographique et aussi un nouveau bateau, peut-être plusieurs bateaux, je n'ai pas les détails exacts de leur équipement, mais en tout cas, on voit, et c'est très très bien pour leur entreprise, qu'ils ont largement évolué dans ce domaine d'activité.
Et puis je vous avais dit qu'ils enquêtaient sur une autre épave dans la mer Baltique. Ils l'ont trouvée, découverte largement documentée. Maintenant ils en parlent et il y a des images à ce sujet. Est-ce qu'il faut pour autant mettre de côté leur découverte? Je ne pense pas. Une des théories connexes les plus intéressantes, je l'ai trouvée sur le site American Ocean, qui documente les espaces sous-marins afin d'encourager la recherche et la préservation des espaces sous-marins et des espèces sous-marines notamment. Alors, on n'a pas encore parlé de Die Glocke, qui est une arme secrète développée pendant la Seconde Guerre mondiale par vous savez, ceux dont je n'ai pas le droit de dire le nom, because la censure, donc on va les appeler les Allemands, désolé. Voilà, donc développé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Die Glocke, ça sera l'occasion dans une prochaine vidéo de parler du fait que ces personnes-là et leurs chefs étaient extrêmement intéressés par les technologies de pointe et tout ce qui avait trait plus ou moins à l'ésotérisme, au surnaturel, au paranormal, appliqué dans le cadre militaire. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'anomalie de la Baltique? On y vient. Selon certaines personnes, il est possible que cette armée ait réussi à réaliser des engins volants en forme de soucoupe. Alors pourquoi dans la mer Baltique? Eh bien pour cela, il faut comprendre l'emplacement stratégique et le contexte durant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les Alliés, le bloc allié, cherchaient à isoler l'Allemagne par la mer et notamment à empêcher les arrivées de métal, de fer en provenance notamment de la Suède mais aussi de plusieurs pays scandinaves. C'était une façon de bloquer les Allemands lors de ces affrontements. Est-il possible que les Allemands aient mis des dispositifs pour essayer d'empêcher ce processus de blocage et notamment des dispositifs qui pourraient brouiller les télécommunications? Cela pourrait avoir un rapport avec les témoignages qui ont été donnés sur le fait qu'en approchant de l'objet, tous les instruments de télécommunication s'arrêtaient. Et alors là, si ça vous paraît étrange, sachez quand même que c'est une des explications communément admises par la fameuse communauté scientifique très très rationnelle au sujet de l'anomalie de la Baltique, le fait que ça soit un engin destiné à une sorte d'action contre-militaire, militaire contre militaire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, concernant la forme en elle-même et la possibilité que ce soit une soucoupe, le site dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est American Ocean, parle des Foo Fighters. Alors, les Foo Fighters, je ne vous parle pas du groupe de rock éponyme, mais bien d'un phénomène massif de pan, phénomène aéronautique non identifié, dont les témoignages pendant la Seconde Guerre mondiale sont extrêmement nombreux et qui pourraient laisser à penser que les Allemands avaient réussi à faire décoller des engins très très étranges, très particuliers, et pourquoi pas cette fameuse soucoupe, qui pourrait donc être l'anomalie de la Baltique si elle s'est écrasée en mer. Alors les Foo Fighters, ou les chasseurs fantômes en français, sont extrêmement bien documentés. Je vais me permettre de vous lire quelques témoignages que j'ai trouvés sur Wikipédia. Septembre 1941. 2 marins du SS Pulaski, un navire marchand polonais transportant des troupes britanniques dans l'océan Indien, ont rapporté avoir vu un étrange globe lumineux d'une teinte verdâtre, de la taille approximative d'une demi-lune telle qu'elle apparaît à l'œil nu. Un officier britannique a été alerté et a observé l'objet avec eux pendant plus d'1 heure. Décembre 1942. Le pilote néo-zélandais Brian Lumsden, volant pour l'escadrille de nuit du squadron numéro 3, a rencontré 2 lumières de couleur ambre ou orange qui l'ont suivi lors d'une mission en France. L'une des lumières était plus haute que l'autre, excluant la possibilité qu'il s'agisse de feux de navigation d'un avion. Les lumières l'ont poursuivi jusqu'à la Manche. Le lendemain soir, un autre pilote de son unité a rapporté une lumière verte similaire. L'histoire a été publiée dans le Churchstar Sun le 4 novembre 1955. 13 octobre 1944, un équipage de la RAF du squadron 178, basé en Italie, a signalé des lumières suivant leur avion au-dessus de la Hongrie, lors d'un raid nocturne.
Un B-24 Liberator piloté par l'officier Taylor a été suivi pendant plusieurs minutes par une lumière rouge intermittente. Ce genre de phénomène avait déjà été rapporté par l'escadron dès avril 1944 et s'est poursuivi jusqu'en 1945. Seconde Guerre mondiale. Charles Bastien, de la 8e force aérienne des États-Unis, a rapporté l'une des premières observations de Foo Fighters dans la région Belgique-Pays-Bas. Il les a décrits comme 2 phares de brouillard volant à grande vitesse et capables de changer de direction rapidement. Un officier du renseignement lui a confirmé que 2 chasseurs nocturnes de la RAF avaient rapporté le même phénomène qui a ensuite été publié dans les journaux britanniques. Fin de la Seconde Guerre mondiale et début des années 60. Duane Adams, pilote de l'US Air Force, a raconté avoir été témoin à 2 reprises d'une lumière brillante suivant son avion pendant environ 30 minutes avant de monter rapidement dans le ciel. Ces 2 incidents nocturnes se sont produits dans le Pacifique Sud avec tout l'équipage en tant que témoin. La première observation a eu lieu à bord d'un B-25 peu avant la fin de la guerre, la seconde sur un KC-135 Tanker dans les années 1960. Et enfin, Seconde Guerre mondiale, le sénateur Ted Stevens, alors pilote de chasse pour l'US Air Force, a décrit une rencontre qu'il a eue. Je volais et il y avait un objet à côté de moi. Impossible de m'en débarrasser. Je ralentissais, il était là. J'accélérais, il était là. Je plongeais, il me suivait. J'ai appelé, mais rien n'apparaissait sur le radar. Voici les témoignages, les documentations que l'on a sur ces fameux Foo Fighters. Aurait-il un rapport avec des technologies développées par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, et tout cela pourrait-il éclairer cette fameuse anomalie de la Baltique? Les Allemands avaient-ils des connaissances occultes qui leur auraient permis d'accéder à des technologies qu'aujourd'hui encore nous ne comprenons pas? Ce sujet, je l'investiguerai un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, en parlant de Die Glocke, cette fameuse arme développée en secret et dont on sait finalement encore assez peu de choses aujourd'hui. Alors si cet engin est un objet de la Seconde Guerre mondiale, comment expliquer les sédiments qui ont été retrouvés dessus et qui datent de plusieurs milliers d'années? Aujourd'hui, personne n'est capable d'apporter un éclairage sur ce sujet. Mais si ce n'est pas une installation militaire, est-il possible que cela soit une création, une réalisation faite par l'homme datant de temps immémoriaux qu'aujourd'hui on ne connaît pas encore? En février de cette année 2024, un mur a été retrouvé dans la mer. Ce mur s'appelle le Blinker Wall et il serait attribué à une petite communauté de chasseurs-cueilleurs datée de moins de 10 000 ans avant notre ère, donc juste après la fin de la dernière ère glaciaire. Alors moi j'ai ri en pensant à ces fameuses petites communautés puisque c'est à peu près à la même époque, un peu avant, attention quand on parle d'époque on est sur des milliers d'années, donc, mais c'est à peu près à la même époque qu'il y aurait eu aussi les installations de Göbekli Tepe dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui font désormais partie de ce que l'on appelle le site de Tas-Tepeler, et on irait même aujourd'hui jusqu'à parler d'une civilisation de Tas-Tepeler. Pareil, on en reparlera, je pense, à terme peut-être vous faire un peu des actualités de tous ces lieux dont on a parlé. En tout cas, il y aurait des petits murs construits par une civilisation de chasseurs-cueilleurs il y a environ 10 000 ans, à peu près dans ces mêmes zones de la mer Baltique, même si là, c'est un peu plus près de l'Allemagne. Puis ce n'est pas que d'un mur dont je vous parle. Là, actuellement, on a découvert 23 sites qui dateraient entre environ 8500 et 5000 ans avant notre ère. Et puis, ça serait une des plus anciennes constructions humaines européennes connues à ce jour. Bon, alors aujourd'hui, un mur, demain des artefacts, ça va être quoi la suite? Est-ce qu'on nous parlera d'une civilisation qu'on ne connaissait pas et qui s'était établie il y a des milliers d'années en mer Baltique? Ça, je n'en sais rien et je ne peux pas l'affirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au long de mes recherches, ce genre de possibilités m'interpelle de plus en plus. J'ai
à titre personnel, de plus en plus de doutes sur la façon dont on nous présente l'histoire. Je pense qu'il y a énormément de civilisations dont la communauté scientifique aujourd'hui, à défaut de preuves, et ça je le comprends parfaitement, mais nie du coup l'existence, et il y a plein de civilisations oubliées. Est-il possible qu'il y ait eu une civilisation qui se soit installée aux alentours de la fin de la dernière glaciation, qui ait pu créer des objets tels que l'anomalie de la Baltique, qui se retrouve aujourd'hui au fond de la mer? Et puis si vous ne croyez pas que mes mots, je vous engage à avoir votre propre pensée critique, sachez qu'en 2022, un chercheur du nom de Noah Lehmann a réalisé des études du fond des eaux de la mer Baltique, et il pense aussi que cette découverte d'Océan X est majeure, puisque d'après lui, au fond de la mer, on pourrait voir des structures pyramidales, des restes de zones urbaines, des structures cachées, des terrassements, et le tout dans les environs de cette anomalie de la Baltique. Réalité ou fiction? Bien écoutez, à suivre. Et c'est ainsi que je referme ce dossier sur l'anomalie de la Baltique. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos théories à ce sujet. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien écoutez, vous savez quoi faire. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao. Elle roule seule sous le ciel sans fin, dans son camion chargé de dessins, des cartes anciennes, des mots effacés, cherchant la trace de mondes oubliés. Les collines désertes, les plaines arides, des fils en silence mystérieux et vides. Elle cherche des signes, des restes enfouis, les secrets d'un peuple que nul n'a suivi. Rouler, rouler.